Hello and welcome everyone. Bonjour, bienvenue à tout le monde à cette série aujourd'hui, cet épisode de Spotlight. Je m'appelle Tony McDonald, j'ai le plaisir d'être votre hôte aujourd'hui. I would like to remind people that this J'aimerais rappeler à tout le monde que cette séance sera enregistrée. I'd also like to start J'aimerais aussi commencer par dire today, que je vous parle aujourd'hui depuis Algonquin les bureaux ESC sur les terres non cédées Anishinaabe. du peuple algonquin I Anishinaabe. recognize Je the reconnais this l'opportunité que j'ai de vivre dans cette also ville as part of my et aussi comme journey partie de mon from parcours vers la vérité et la réconciliation. Je m'engage à apprendre today et désapprendre plus de l'histoire de notre focus pays on et me focaliser sur le fait d'apprendre plus sur les manières autochtones across health systems. d'apprendre à travers les systèmes de santé en particulier. We are also very pleased to Nous avons le plaisir aussi de proposer une interprétation simultanée en français today fournie par Boost Events, filiale de Boost Lingo LLC pour cette séance. Si vous voulez entendre la voix de l'interprète, s'il vous plaît, sélectionnez français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran, puisque la séance d'aujourd'hui sera en anglais. Si vous ne voyez pas ce menu d'interprétation sur votre écran, veuillez sélectionner le menu plus mots et sélectionner l'interprétation. Bon, maintenant, pour vous parler un peu de plus de notre série. Notre série, c'est l'occasion d'avoir des discussions ciblées et constructives et d'explorer des solutions pour soutenir les améliorations à travers les systèmes de santé alors que nous travaillons ensemble pour façonner l'avenir de la qualité de la sécurité des soins de santé dans le pays. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Travailler ensemble pour de meilleurs soins, l'avantage des partenaires en matière de santé et de soins sociaux. Intérêt des soins de santé et des soins sociaux peut améliorer les accès équitables aux soins et offrir une occasion unique de répondre aux besoins en plus des défis difficiles qu'on vit aujourd'hui. Pendant la séance d'aujourd'hui, les membres du panel vont partager l'impact de ces partenariats et leurs expériences de travail en commun pour faire la différence. Nous vous invitons à partager vos commentaires, vos questions pendant la discussion d'aujourd'hui en utilisant la boîte de clavardage en français ou en anglais et vous pouvez répondre avec des commentaires pendant la séance comme vous voulez. Nous avons beaucoup de participants aujourd'hui et nous attendons d'avoir beaucoup de questions et on va faire au mieux de répondre à toutes les questions, mais on n'aura peut-être pas suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions. Si vous avez besoin de quelques soins, quelques soutiens que vous voulez, vous utilisez de la boîte de clavardage pendant la séance, on veut que vous vous occupiez les uns des autres pendant cette séance en reconnaissant que certains sujets seront difficiles pour certains d'entre nous. Et je vous invite à parler ce qui vous permettent de vous sentir en sécurité. Je vous invite à s'occuper de vous-même, de faire des pauses quand nécessaire. On a aussi des ressources en santé mentale que nous partageons dans le chat aussi pour vous aider pendant ces séances. Lorsque je vais présenter les orateurs d'aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour vous présenter dans le chat. Donc, avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Jill Kirky, directrice de programmes communautaires régionaux chez Island Health, Nikki Page, responsable du logement et des abris Victoria Cool Aid Society, Nikki George, le leader autochtone dans la région Ontario Santé Ouest. Nikki, auparavant, fournissait des soins aigus et des services autochtones. Et Louise Bird, partenaire du patient et de soignante. Maintenant, je vais inviter les quatre membres de notre panel à allumer leur caméra et qu'ensuite, comme ça, on aura la possibilité de les présenter un peu plus que ce que je viens de faire. Donc, Jill, on va commencer par vous. Merci, Tania. Bonjour. Où que vous soyez au Canada, je m'appelle Jill Gerke. J'ai le plaisir de participer et faire partie de cette discussion, cette séance. Je vous parle aujourd'hui depuis les terres des peuples Coast Salish sur l'île Vancouver et les Premières Nations algonquines. Je suis directif de soins de fin de vie pour les programmes régionaux sur les centres de santé de l'île. Mais ça, c'est une petite partie de mon rôle. J'ai passé 35 ans à travailler dans les organisations communautaires, principalement à Alberta. Donc, je suis passionné par les services de soins communautaires, pour les programmes à but non lucratif. Donc, lorsque je suis venu de rejoindre l'agence Island Health, notre système, notre moteur, il est important pour moi de continuer
à donner des lumières sur les rôles des organisations communautaires et les programmes communautaires en matière des services de soins. Donc, merci, je suis ravi de participer à ces discussions aujourd'hui. Merci, Jill. Maintenant, je vais céder la parole à Nikki Page. Merci, Tania. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nikki Page. Je suis responsable de santé ici à Victoria, en Colombie-Britannique. Je suis vraiment très reconnaissant de vous pouvoir parler des séances aujourd'hui des peuples, de parler Algonquin, les nations Algonquin. J'ai vécu dans cette ville pendant toute ma vie en Prince et je s'en suis toujours reconnaissant des grands-mères, grands-pères qui sont venus avant moi, les grands-mères, grand-mères et les oncles qui vont venir après moi, qui s'occupent des pères depuis le début des temps. Et merci de m'avoir donné cette opportunité d'être ici et à participer. J'ai commencé à faire ce travail différemment que certains et je poursuivais une carrière dans les domaines médicaux. Ce que je pensais n'était pas correct pour moi et j'ai eu l'occasion de rejoindre les services où j'ai pu vraiment voir les avantages, mais aussi pu identifier et naviguer les écarts dans nos systèmes de santé pour travailler avec les personnes pauvres sans logement. Donc, comme Jill, je suis ravi, très intéressé par ce sujet et les discussions, non seulement en termes de ce que je peux partager, mais aussi ce que je apprendre et apporter de ces discussions. Merci. Merci, Nikki. Maintenant, Nikki George. Merci, Tania, et bonjour tout le monde. Je m'appelle Meshkumini Gray, femme rouge. Je suis des Premières Nations de sud de l'Ontario. Je vis à proximité de chez moi, pas trop loin, et toute ma carrière a été basée sur un travail avec les communautés autochtones. Surtout, une grande partie de ce travail était en termes de promotion de la santé et nutriments, des programmes d'aide pour faire durer les communautés et des programmes, des services à ce niveau-là. Plus récemment, j'ai passé un temps dans les soins aigus qui était une bonne expérience pour moi à travers la proximité des patients, des familles. Et je pense que je vais utiliser cette expérience aujourd'hui. Ce qu'on a fait, mais récemment, en termes d'Ontario Health, c'est un travail tout à fait différent. Mais merci de m'avoir invité ici et j'ai hâte de poursuivre ces discussions. Miigwech. Merci beaucoup, Nikki. Et maintenant, Louise. Louise Bird, allez-y. Bonjour tout le monde, je suis Louise Bird, je viens de Scala, Saskatchewan, zone de traité 4. Je suis partenaire patiente, donneur de soins, survivante de cancer du sein, et je donne des soins pour mon mari qui a le CKD. Merci de m'avoir invité, j'ai hâte de poursuivre cette série. Merci beaucoup. Et comme vous voyez, on a beaucoup d'expérience à naviguer le système de santé. Donc, merci. On a hâte de poursuivre ces discussions. Et un rappel pour ceux et celles qui vont nous rejoindre aujourd'hui, il s'agit d'une discussion. Donc, il n'y aura pas de diapo, mais c'est l'occasion de s'engager avec les différents membres du panel à naviguer les systèmes de services de soins à travers le Canada. Donc, votre première question, ce sera pour Louise. Afin de donner votre expérience en tant que patiente et de donneur de soins, accéder les services peut parfois être difficile, comme je pense que vous pouvez dire à travers votre expérience. Cela est aussi plus difficile lorsque les besoins de base ne reçoivent pas de réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire quels services sont disponibles et sont disponibles actuellement et votre expérience en termes de services pour soutenir à la fois vous et la personne que vous soutenez pendant leur parcours? Merci, Tania. Il est intéressant parce que malheureusement, le terrain n'a pas changé depuis 22 ans, depuis que j'étais patiente. Oui, il y a plus de navigateurs, mais est-ce que ces navigateurs sont toujours disponibles pour les patientes? Lorsque j'ai survécu le cancer du sein il y a 22 ans, je dirais que j'ai travaillé, que je marchais dans le noir, dans le vide. Ils pensaient que ça allait bien parce que je n'ai pas craqué avant la fin, la première fois que j'avais ce cancer. Et
Donc, le menu de soutien n'était pas rendu trop disponible. Il y en avait certains où je savais que cela était là, mais lorsque je suis allé dans cette clinique pour la première fois, il m'avait donné une enveloppe avec beaucoup de dépliants et d'informations. Je n'étais pas prête à recevoir cette enveloppe. Je l'ai pris, je l'ai jeté dans un tiroir. Et c'était juste après mon cinquième rendez-vous chiméo que j'ai en fait regardé cette enveloppe et la prochaine fois que j'ai pris rendez-vous, j'ai commencé à poser des questions sur sur les choses qui étaient disponibles. Cependant, j'ai vécu en Saskatchewan, j'étais à 2 heures et demie, donc il y avait de services. Donc, il n'y avait pas beaucoup qui pouvaient proposer, mis à part un conseil par téléphone ou un soutien par téléphone. Et pendant ce parcours de survie, j'ai toujours vu des moments difficiles. J'ai parlé avec des gens à travers le Canada quand j'ai dit sur différents comités et je suis toujours membre de comités et malheureusement, cela est vrai. Et pour quelqu'un de mon âge, j'aurai 59 ans au mois d'octobre, on est toujours conditionné à ne pas demander de l'aide. C'était une chose mauvaise. On traite avec un aide sociale si on avait besoin de soutien, mais cela n'est pas vrai. Il y a beaucoup de connaissances et travailler à côté de votre aide-soignante qui vous est proposée est souvent seule manière de vraiment voir quel soutien est disponible. Je soutiens mon mari souffre de CKD et c'est la seule chose qui m'a gardé saine à travers avec les aides, avec les programmes de dialyse. Ce qui est mauvais, c'est que on a une dialyse à domicile. On peut faire cela à domicile. Donc, nous avons une nouvelle personne qui... On a eu un seul problème avec un travail social lorsqu'on avait commencé. Il a fallu que je demande une autre personne parce qu'on pensait que mon mari n'était pas soutenu correctement. Mais je peux vous dire que le menu est là, mais il faut avoir ce menu qui est que prendre en compte tous les patients. C'est une personne, c'est plus que c'est diagnostic. Il faut regarder tout mental, spirituel, physique. S'ils n'ont pas de revenus, comment est-ce qu'ils vont survivre? Donc, il y a beaucoup de blocs, beaucoup de hic, beaucoup de barrières qu'il faut tacler. Et pour toute personne qui ne vit pas dans des grandes villes du Canada, il est plus difficile d'avoir ces services dont vous avez besoin. Et certains services, je peux honnêtement vous dire, ne sont pas soucieux du tout. Voilà, c'est ce que je dis. Merci de m'avoir écouté et j'ai hâte de recevoir plus de questions. Merci, Louise. Je pense que votre histoire résonne avec certaines personnes qui écoutent aujourd'hui cette expérience de recevoir des informations où vous n'êtes pas prête à recevoir ces informations, où il y avait besoin de soutien supplémentaire pour commencer ce parcours. Donc, Nikki George, étant donné cette expérience, vous avez parlé du rôle de navigateur. Vous avez beaucoup d'expérience dans cet espace, beaucoup d'expérience en termes de planification de programmes et de développement dans un contexte rural et de communauté des Premières Nations. Donc, quelle partie de l'histoire de Louise résonne pour vous? Si elle dit que rien n'a changé depuis 20 ans, Louise, peut-être, comment est-ce que votre histoire se situe avec vous? Qu'est-ce qui résonne? Donc oui, merci pour ça et merci Louise d'avoir partagé votre histoire. Il est vraiment important de raconter l'histoire. On en apprend beaucoup, mais en fait, toute son histoire, et il y avait beaucoup qui résonnait pour moi. Et je pense que la première partie qui m'a frappé, c'est que souvent, nous, en tant que donneurs de soins, sont des personnes qui travaillent dans les systèmes et on oublie le stress sur les patients et sur leur famille. Et je pense que moi-même, puisque nous avons souvent besoin d'être connectés avec les déterminants sociaux de la santé et toutes ces choses qui ont un impact sur les donneurs de soins. Et on doit examiner cela, considérer comment fournir des soins et les soutenir. Donc, surtout lorsque vous examinez des besoins complexes, je parle toujours de besoins complexes où il y a besoin d'approches complexes. Et là, je veux dire une personne qui ne peut pas soutenir et penser que cette personne peut fournir
les différents besoins des patients et des donneurs de soins. Il y a besoin d'approche d'équipe ou d'approche communautaire pour soutenir les services envers les personnes. J'ai entendu Louise parler d'accès rural aux soins et encore une fois, beaucoup de patientes, les familles avec lesquelles je travaille, qui habitent en zone rurale, il est plus difficile d'accéder à ces services. Il y a des barrières de transport, par exemple, dont on prend son pensée. Les transports, il y a aussi des craintes en manière de l'accès aux services où les peuples autochtones, craintes en termes de discrimination, de racisme. Il y a des craintes. Est-ce qu'ils vont prendre mes besoins au sérieux? Est-ce qu'ils vont s'occuper de moi? Donc, je suis ravi d'entendre Louise parler de soins holistiques et je crois fermement que les soins holistiques sont au détriment de fournir les meilleurs soins aux individus. Il s'agit de regarder une personne de manière complète, pas seulement leurs besoins physiques, mais souvent on regarde ses besoins physiques, mais je pense aux patientes qu'on décharge de l'hôpital. Souvent, il s'agit de besoins physiques, quels services, quels équipements nécessaires. Est-ce qu'il y avait un transport? Mais il faut vraiment penser à l'aspect émotionnel, spirituel, et cela est vraiment clé pour les peuples autochtones, les populations autochtones. C'est un système de croyance qui fait partie de notre culture où il s'agit de traiter la personne de manière toute globale. On ne trouve pas d'équilibre dans notre vie si ces éléments ne sont pas traités de manière égale. Donc, l'autre élément que je veux dire, Louise a parlé du fait de recevoir beaucoup d'informations très tôt et j'en suis très consciente. Cela est aussi une autre déterminante de santé. L'alphabétisme en matière de santé, moi, je trouve difficile de naviguer le système de santé. Et moi, j'ai histoire en matière de santé. Donc, il faut reconnaître que pour beaucoup de personnes, il est difficile lorsque vous recevez des informations, vous essayez de trier, de comprendre et naviguer ces informations-là. Donc, j'ai dit beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là et d'autres collègues en ligne vont vouloir partager. Merci. Merci, Nikki George. Et j'aime bien cette idée de déterminant de santé parce que je pense que cela est clé en termes de la manière dont on partage des informations, comment présenter des informations et comment vérifier que cela reste accessible aux personnes. Et je pense que les choses que vous avez dit en termes de déterminants de la santé, des besoins complexes, qui ont besoin de solutions complexes et cette approche en équipe, ce qui nous amène à la question pour Nikki Page. Et je vais inclure la question de Chandler dans la boîte de clavardage. Étant donné de vos expériences en termes de travailler avec des personnes avec des besoins complexes et les situations vulnérables en tant que responsable du logement à Victoria Cool Aid Society, quelles sont vos perspectives en termes de l'approvisionnement de soins holistiques avec ces complexités en matière de déterminants de la santé et d'autres suggestions en plus de ce qu'on a entendu jusqu'ici en termes de cette complexité de soins et cette approche holistique? Donc oui, merci Tania et merci à Chandon aussi d'avoir évoqué cette question. Comme j'ai dit dans mon introduction, j'ai la chance d'avoir vu les deux mondes. J'ai eu l'opportunité, bref, de voir le système médical et comment le modèle de l'Ouest fonctionne. Mais je suis sur mon parcours là maintenant et j'ai eu beaucoup d'opportunités à faire comme il y a beaucoup dans ce modèle de l'Ouest qui fait très bien, mais on doit vraiment répéter ce qu'ils disent. Ce qui nous manque, en fait, c'est cet soutien holistique. Et certainement, on travaille avec des populations sans logement qui ont des difficultés à atteindre leurs besoins de base. Les services de santé ne sont pas une priorité à ce moment-là. La survie, c'est une priorité à ce moment-là. Donc oui, je pense que travailler, cela est très lié à des services de santé, mais il est considéré à part aussi. Il est difficile d'y naviguer. Et si vous parlez avec qui que ce soit qui travaille en première ligne des services
On a plus de, de grilles, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de réglementation, mais il n'y a pas de loi. Il y a les bonnes pratiques et ce qu'on peut faire avec peu de ressources. Les mettre ensemble, il y a beaucoup plus de ressources dont on a besoin et où nous n'y avons pas accès. Et moi, en termes fondamentaux, je pense qu'en fin de compte, il s'agit de comprendre que le logement, c'est un besoin de santé, en plus que les médicaments, les aliments et l'eau. Ce sont des besoins de santé, mais aussi écouter la personne parce que je pense que le logement est important. Il y aura des individus qui ne veulent pas être logés. Donc, pourquoi les écouter dans leur propre vie et intégrer ce dont ils ont besoin et comment ils vont réussir avec ce que nous, en tant que société, d'un point de vue de l'Ouest, pensent qu'ils doivent avoir et trouver l'équilibre et mettre la personne d'abord cette approche sera le mieux. Mais en termes de mon rôle et l'intégration des services, et ce sera toujours un travail en cours. On a un roulement, il faut reconstruire les relations d'organisation seront là, mais les relations en présentiel, en perte de personne à personne, ne sont pas toujours là et cela est très important aussi. Et j'ai eu l'honneur d'être avec des individus qui partagent les mêmes idées avec un objectif partagé, les soins palliatifs, trouver moyen d'apporter ces soins palliatifs vers les populations sans logement, mais aussi recadrer ce qu'on pense et recadrer l'idée. Cela veut dire, on parle de décès, c'est-à-dire qu'ils vont mourir bientôt et transférer cette approche palliative qui répète les besoins d'approche de limite de réduction de mal, de douleur. Et avoir cette opportunité de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes idées de différentes organisations avec la provision de services en termes plus larges a été la base. Et OK, dire que ces personnes s'identifient, qu'ils s'identifient comme un besoin, et c'est cette population que je sers et comment combler l'écart et avoir cette opportunité d'apprendre des idées très claires et faire partie d'une solution. Et ça, je pense que cela est très clair lorsqu'on passe à ce moment-là, lorsqu'on peut avoir à faire un impact. Et pourquoi pas commencer depuis le bas et recevoir les réponses et rencontrer les Louises du monde qui peuvent nous dire ce qui nous manque ou là où on a des difficultés et prendre cela et en tirer les leçons et les appliquer de manière universelle pour regarder une personne de manière complète plutôt qu'une personne comme un chiffre ou comme un lit. Donc voilà, je pense m'arrêter là. Donc merci beaucoup de l'avoir partagé. On entend votre passion pour le travail que vous faites et cette importance d'intégrer santé sociale sur les besoins et ce qu'ils veulent dire en termes de désir, pas en termes de soins, là où ils reçoivent des soins. Donc, cela nous amène à Jill Gerke, votre passion pour les soins palliatifs, étant donné votre rôle à Islands Health, où vous avez le système de santé, un rôle d'autorité. Je sais que vous êtes très passionné par les prestations de soins palliatifs pour ces personnes vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de ces relations avec ces organisations communautaires pour fournir cet objectif spécifique avec la Société Victoria? Merci, Tania. Eh bien, voilà, je suis en train de cogiter lorsque j'écoute mes collègues et je pense que lorsque nous avons commencé avec Louise, qui nous parle de l'essence du travail qu'on fait, ce qui est très important, les partenariats, surtout les partenariats que nous avons eus avec la société Victoria Cool Aid et mon premier travail avec Nikki et son équipe
Je pense que cela est partie intégrante de l'autorité de santé et Island Health et notre système de santé parce que ce que ça fait, c'est ces relations avec les organisations communautaires, surtout Kool-Aid, nous donne l'occasion de vraiment avoir le client, l'individu, les clientes, les patientes, la famille choisie au cœur du travail que nous, on fait dans notre système de santé à travers le pays. Vous savez qu'on est en silo, on est basé sur les programmes, les structures qui créent des barrières à l'accès et la manière de partager des informations. Donc, l'opportunité d'être en partenariat avec les organisations communautaires commence à éliminer ces barrières et nous permet dans les systèmes de santé à travailler vers les limites, pousser un peu sur ce qui est possible, penser à l'extérieur de nos contraintes, nos politiques, nos pratiques, nos processus. Et on va regarder les limites pour pour faire preuve d'innovation, faire en sorte que les clientes et les familles choisies et les communautés liées avec ces populations vulnérables au sein des villes, les garder au cœur de notre planification de programme et planification de services actuellement lorsqu'on va vers l'avenir. Et ce qu'on a appris depuis quelques années en termes du travail qu'on fait dans la région de Victoria, surtout au proximité du port, et notre travail avec Kool-Aid, ce travail était basé sur les organisations, les équipes d'action. Et ces équipes d'action sont des représentants des organisations communautaires, pas l'autorité de santé qui se réunit pour identifier quels sont les écarts, quelles sont les barrières de manière réelle. Et à travers cette opportunité unique, et nous continuons à avoir cette opportunité avec le docteur Kelly Stajaham du Centre de vieillissement et son travail en matière d'approche équitable en termes de soins palliatifs. En tant qu'équipe de recherche, ils ont permis la réunion entre ces groupes de facilitation et d'action, et cela fournit le point d'observation pour le développement de nos partenariats avec les organisations communautaires et surtout avec Kool-Aid. Donc, je pense, je ne peux pas trop dire sur l'importance de ces relations, mais au cœur de ça, c'est que cela permet à l'individu, les patients, les clients, cela les amène au cœur de tout le travail qu'on fait. Nous sommes bureaucratiques, nous sommes axés sur les processus, ce qui ralentit tout lorsque nous pouvons agir en partenariat avec des personnes comme Niti, avec la voix du patient, comme Louise, les inclure. On peut faire les choses, faire en sorte que les choses se passent. Donc, c'est pour ça que cela est tellement valable. Il est très bien de vous entendre partager cet exemple de là où cela peut marcher et ça marche bien. On doit avoir cette confiance, construire ces relations entre les organisations communautaires, les systèmes de santé pour connaître quelles équipes, quelles organisations peuvent fournir ces soins de manière intentionnée, tout en gardant en tête que la personne soit au cœur. Donc, cela donne beaucoup d'espoir en termes de ce que nous pouvons faire en termes de système de santé à travers le Canada. Louise, j'aimerais revenir vers vous et penser à votre parcours, votre expérience que vous n'avez peut-être pas reçu des services de soins coordonnés, mais de votre point de vue, qu'est-ce qui était des services de soins holistiques et intégrés? À quoi cela pourrait ressembler pour vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu à travers votre parcours ou en tant que parcours de donneur de soins? Bien. OK. J'ai agi en tant qu'infirmière et après le cancer en tant qu'éducatrice. Et il est intéressant parce que les systèmes, certaines provinces ont un meilleur développement de système et réalisent que les services de santé ne sont pas carrés. Cela évolue de manière continuelle. Il y a les patients et les familles au cœur. Et malheureusement, pas toutes les provinces y sont encore. Il faut qu'elles reconnaissent que les patientes, les familles
et les différents besoins dont ils auront peut-être besoin. Il est difficile, surtout si vous ne vivez pas dans la ville, si vous êtes donc en zone rurale, parce que ce qui est disponible est souvent un secret caché. Donc, je pense qu'on doit être plus focalisé et devrait être plus ouvert, plus de connaissances. Le grand public doit avoir plus de connaissances de ce qui est disponible. Il m'apparaît que cela est un hic. Beaucoup de personnes vivent dans de grandes villes, n'ont jamais quitté cette ville. Donc, ils savent pas de comment ils essaient de ne pas vivre dans cette grande ville. Ils ont toujours ces idées-là. Donc, ce que j'ai trouvé, que j'ai eu de bons soins à la fois en tant que patiente et en tant que donneur de soins, et j'ai reçu de mauvais services de soins aussi. Et j'ai entendu d'autres personnes, d'autres patients donneurs de soins, même des personnes, des pratitionnaires, parce que le Canada doit avoir une stratégie transcanadienne. Comme ça, tout le monde aura les mêmes niveaux de connaissances et peuvent partager ces mêmes niveaux de connaissances. Et les services de soins paraissent très différents à travers le pays. Nous avons des silos, nous avons des régions, et je pense qu'on doit avoir une continuité et on doit avoir une stratégie, certaines stratégies qui sont les mêmes à travers le Canada, parce que c'est uniquement là qu'on va commencer à voir plus de changements. Et le changement ne va peut-être pas toujours les ismes, racisme, agisme. Donc, comment les personnes sans domicile perçoivent cela, mais on sera en train d'apprendre plus et on va toucher plus de personnes. Je sais que cela paraît idéaliste, mais c'est ça économique, la stratégie de service de soins économique holistique qu'on pourra avoir pour le Canada. Donc voilà, ce sont mes mots. Je vois que je cherche quelqu'un qui va développer cela. Thank you so much, Louise. And I couldn't agree more that we do have a huge opportunity here to look at health more holistically across the country. And then shifting over, although it is a lofty goal and aspiration, given that we do have different systems across all Et the maintenant, on va passer à avouer qu'on a différents systèmes dans les territoires et les provinces. Alors, Nikki George, je pensais à ton expérience et comment tu soutiens les personnes qui passent par un mauvais moment. Et chacun a une expérience unique. Et de quelle manière as-tu pu soutenir les personnes pour appuyer et répondre à leurs besoins afin qu'ils puissent vivre de bons moments dans les soins? Merci de cette question. Je pense, et on l'a entendu ici de la part de mes collègues et Louise, et quant à moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui réellement change. C'est de se centrer sur les besoins d'autres personnes, pas sur mes besoins, mais les besoins de l'autre personne. Cela me permet de construire un plan durable qui peut aider. Après, comprendre les forces et les faiblesses et les obstacles, cela nous permet d'aider à créer du succès. En plus de cela, mon expérience a été surtout complexe. Enfin, j'ai dit qu'il s'agit d'une approche pour une équipe et j'ai toujours aimé ce proverbe quand on dit que l'on a besoin d'un village pour éduquer un enfant et c'est la même chose pour soutenir les patients et leurs familles. Donc, afin qu'ils aient vraiment une bonne expérience. Et donc, cela signifie qu'on va travailler non seulement avec notre organisation, mais avec les partenaires de la communauté. Je pense que 90% des personnes que j'ai assistées, en fait, il y a toujours eu un moment à remettre, disons, les personnes au soutien communautaire. Et je n'ai pas tellement participé de cela, mais pour que
pour avoir le soutien de ma communauté, eh bien, cela a été réellement important pour eux. Et ça s'est passé un peu de la même manière. Ils reviennent à un système de soins aigus. Mes partenaires ont pu partager que c'était sur cela que l'on travaillait. Une autre chose importante, c'est aussi l'intégrer dans la culture. Et nous savons que beaucoup de peuples autochtones ont perdu cette culture et qu'ils cherchent à la récupérer. Donc, nous savons que cela est clé pour le succès. Nous voulons réellement voir la personne complète. Et souvent, on dirait que c'est prêt, peut-être qu'il faut les amener à une cérémonie dont ils ont besoin d'un soignant qui peut leur donner, disons, un soutien mental. Et c'est une approche holistique. Et je ne veux pas dire que toute seule, elle puisse fonctionner, mais cela peut fonctionner en tandem avec les soins occidentaux. Et parfois, lorsqu'on les prend ensemble, on voit pas mal de réussites. Je voudrais vous donner un exemple. Un patient que j'ai soutenu qui a abusé de substances, il n'avait pas de foyer et on a pu réunir plusieurs soutiens pour lui. On a parlé aussi au système de soutien communautaire, euh, lui donner du soutien aussi quant à un logement, y compris aussi la culture, les soins traditionnels. Et cela a été une véritable histoire à succès. Et je ne peux pas imaginer qu'un seul aspect de ce plan l'aurait aidé. Moi, je pense que il s'agissait d'une approche complexe et de fournir tous ces soutiens pour lui. Et donc, je pense que, comme mes collègues l'ont dit, et il s'agit vraiment de comprendre ces individus. Et parfois, comme je le fais, c'est que je me demande comment je leur demande comment est-ce que je peux vous aider. Au lieu de toujours fournir les solutions, je leur demande et on travaille ensemble en partenariat et de cette manière, on peut leur offrir le meilleur soutien possible. Alors, ce que j'entends, Nikki, c'est que cela aide si on parle d'une relation entre le système de santé et la communauté et afin de pouvoir fournir ces soutiens complets fondés sur les besoins des personnes. Oui, oui, Yeah, tout à fait. Et tout d'abord, c'est reconnaître que ces besoins de santé euh, ont besoin d'une approche collaborative. Donc, il s'agit de construire cette relation et de connecter avec, et je pense que c'est Nikki Page, il faut connecter avec ces personnes qui ont le même objectif, des objectifs communs. Et je pense que l'autre partie, c'était au départ, il s'agit d'un groupe de personnes et que cela va être innovateur et donc il faut permettre que cela puisse continuer parce que les personnes dans les communautés vont pouvoir aider, donc avoir un esprit ouvert et permettre de soutenir le mieux possible chaque personne. Merci, Nikki Page. Je pense aux différents soutiens. C'est sa santé, c'est social, c'est aussi le physique, le médical, et bien sûr, vous êtes intégré dans ce travail. Alors, comment est-ce que cela se ressent du point de vue communautaire de participer à des partenariats et comment est-ce que cela a été reçu et comment est-ce que cela a été construit à partir de votre perspective? Eh bien, j'aime beaucoup cette question parce que je pense qu'elle me parle de, de beaucoup des personnes qui se trouvent dans ma situation. Il s'agit d'une relation qui est déjà établie et donc, vous savez, c'est cette relation qui existe
mais qui n'est pas nécessaire entre les différentes personnes. Donc, mon expérience a été très diverse. Je voudrais tout d'abord remercier Jill pour cette équipe. Et quand j'ai parlé de cela, eh bien, c'était vraiment l'opportunité que j'avais de rejoindre cette équipe. Euh, il- donc, il y a eu une collaboration avec les autorités et rejoindre l'équipe, c'était une chance pour moi de écouter collectivement des personnes qui avaient aussi fourni de l'aide et on a réussi à avoir énormément d'aide de Kelly et d'autres et afin de pouvoir trouver des manières d'intégrer les idées que nous avons. Euh, Nous avons besoin de soutien et en fait, honnêtement, on a besoin aussi de leur argent et c'est-à-dire qu'il faut soutenir les personnes qui ont été déçues par le système de santé. Il y a beaucoup d'hésitation et une approche un peu prudente, disons. Il n'y a pas beaucoup de confiance. Est-ce qu'ils vont réellement satisfaire les besoins de cette personne que j'aime, cette personne qui n'a pas de logement? Et, et si nous pensons au soutien des personnes qui n'ont pas de logement, ce qui est vraiment, il y a beaucoup de limitations systémiques et il y a eu beaucoup d'oppression systémique contre les personnes. Et Nicky George a parlé de besoins complexes qui ont besoin d'un soutien complexe et cela résonne en moi parce que c'est réellement cela. C'est très difficile, il me semble, de naviguer ce que ce soutien est. Et il faut donc, il faut penser à ce que l'on peut faire et nous devons intégrer en ayant ces relations, nous savons la proportion des personnes qui sont en train de mourir et donc cette relation particulière avec Jill, le travail qui se fait avec l'équipe de travail et d'action et le soutien de on peut voir comment toutes les personnes, l'interprète s'excuse, elle n'entend pas. Il me semble que nous avons perdu Nikki Page. Oh, quel dommage, parce qu'elle était vraiment, elle nous disait des choses très intéressantes. Franchement, on a perdu Nikki. C'est très dommage. Elle avait le vent en poupe. Tu veux finir, Nikki? Est-ce que tu étais en train... En fait, je ne sais pas à quel moment ça s'est interrompu, mais ce que je voulais dire rapidement, c'est que au long de la pandémie, on a vu la création des équipes de contact et on a vu beaucoup d'informations qui venaient vers nous et on a jeté des barrières. Et le plus grand bénéfice, c'est que les soins de santé, donc, arrivaient aux personnes où elles se trouvaient au lieu d'attendre que les personnes viennent où se trouvent les soins de santé. Et cela a augmenté la confiance du secteur de santé et nous pouvons donc continuer à croître de manière collaborative au lieu de le faire de manière indépendante. C'est beaucoup de travail et je voulais juste insister que cela va prendre du temps et il faut donc continuer à essayer de s'occuper de nos connexions.
C'est très clair, en effet. Alors, merci. Nous sommes heureux de voir que tu as réussi à finir. Je pense que l'importance de ces relations est essentielle. Et donc, nous avons, ce que j'entends, c'est que tout cela est basé sur la réciprocité. Nous avons besoin les uns des autres afin de satisfaire les besoins des personnes que nous servons et qui ont besoin de soins. Alors, de quoi est-ce que à quoi ça, est-ce que ça ressemble, Jill? Peux-tu nous parler de cette réciprocité entre deux organisations? Et comme le dit Nikki, c'est utile pour ce système de santé en matière de financement, de durabilité. Cela fournit les autorités la possibilité d'atteindre des personnes qu'autrement ils ne pourraient pas. Il y a tellement de pensées qui passent par mon esprit. Et je m'excuse parce qu'il y a du bruit en dehors de chez moi. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. Euh, je voudrais revenir à certains commentaires que l'on a fait tout à l'heure, que Louise a fait tout à l'heure. Tu as tout à fait raison, Louise, lorsque nous parlons de la variabilité dans le pays, la variabilité quant à l'accès dans le pays, la variabilité de navigation et d'accès dans les différentes provinces avec les systèmes de santé au sein des territoires et au sein des villes. Et comment faire alors pour répondre à ces situations? C'est une question fondamentale et cela fait partie de ce que c'est en train d'essayer de faire. À l'île de Vancouver, nous avons des poches d'engagement et de partenariat qui ont lieu dans plusieurs domaines, mais pas partout. Mais c'est quand même l'opportunité et lorsque nous pensons aux partenariats et aux structures et à ce qu'il faut avoir en place, je ramène cela, je parle un peu de la perspective des systèmes de santé, mais l'une des choses que je trouve absolument cruciale, c'est que les partenariats communautaires doivent être assis à la table dès le début, dès le moment de la conception des idées et de la planification du service afin de passer à un niveau où nous avons une approche fondée sur des équipes interdisciplinaires comme celle dont Nicky George parlait. Il faut donc avoir ces partenaires assis autour de la même table dès le point de départ. Et je pense que nous sommes en train d'évoluer dans nos systèmes de santé et nous commençons à inviter nos partenaires communautaires à participer. Et je pense que c'est une bonne évolution, même si elle est assez lente. Mais intégrer ces communautés, ces partenaires communautaires dans les structures gouvernementales, dans notre planification, par exemple, si l'on parle d'un programme structuré pour la fin de vie, nous avions des hospices communautaires qui étaient présents avec nous et ils l'ont été toujours depuis que j'y suis parce que nous comprenons la valeur que ces organisations communautaires apportent et contribuent. Ils font partie de l'équipe de soins, ils font partie du vécu des familles et des expériences qui subissent des situations, des diagnostics et le deuil. Donc, lorsque l'on pense à notre relation avec la société Victoria Kool-Aid, c'est quelque chose il faut tout à fait les avoir à la table dès la conception de comment nous allons fournir ou améliorer l'accès à des bons soins palliatifs pour les personnes qui sont vulnérables, ceux qui ne savent pas comment gérer le système. Et donc, à nouveau, je dois ré- parler de Dr. Kelly Starr, qui est académicienne et chercheuse, parce que ce sont eux qui ont réuni tout le monde et qui nous ont énormément appris. Donc, du point de vue les autorités en matière de santé, j'étais réellement reconnaissante d'être invitée par Kelly et son équipe. Et après, j'ai dû tout simplement écouter et apprendre et ne pas être l'autorité de santé toute puissante, dit non, on peut pas faire ça, oui, on va voir. Non,
je devais tout simplement être ouverte et dire oui, c'est magique ce qui est en train de se créer dans ces équipes, avec ces partenariats. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour éliminer les obstacles au sein de notre système de santé? C'est pour permettre que cette collaboration puisse être favorisée et croître. Et donc, il faut penser à comment nous pouvons passer vers le succès. S'il s'agit que les autorités en matière de santé donnent un pas en arrière et apprennent de leurs partenaires. Excellente réflexion, Jill. Je vois que cette conversation a énormément d'importance pour les personnes là, qui participent déjà à ces conversations entre les organisations communautaires de base et les autorités. Et ce que j'entends aussi de toi, c'est qu'il est très important que tout le monde soit travaille ensemble dès le départ, qu'il s'agisse des patients des différentes organisations. Tout le monde doit être là, présent dès le départ. Et donc, ma question suivante, c'est pour Louise. Pour vous, comment souhaiteriez-vous être participer à ces conversations et participer à la conception des différents programmes et intégrer les services sociaux en tant que représentante de la communauté? Merci. Merci à nos collègues pour toute leur sagesse. Moi, j'ai participé, j'étais intégrée dès le départ. Il s'agit de la planification de la stratégie, le travail en équipe, l'intégration. On devient tous collègues et on s'écoute et on partage. Et c'est la seule manière où nous pouvons apprendre les uns des autres, que nous pouvons construire un réseau plus fort pour garantir que ces besoins communautaires soient reconnus, ainsi que les soins de santé. Comme je l'ai dit avant, il s'agit euh, presque d'une porte tournante. C'est quelque chose que la famille doit avoir afin de réussir. Et vous avez tous ces partenaires qui travaillent tous ensemble afin de fournir les meilleurs soins possibles. Euh, et et on peut participer dans n'importe quel aspect. On n'est pas obligé de le faire seulement en tant que patient. Vous pouvez avoir aussi le numéro de votre fournisseur de soins de santé et leur dire quel est le soutien disponible. Et donc, par le biais de la planification, les personnes impliquées vont savoir que c'est plus grand. Ce n'est pas juste une partie du gâteau, mais tout le monde peut apprendre et avoir accès. Et on travaille donc avec les partenaires de la communauté et qui peuvent donc nous parler de ce qu'ils voient, ce qui a lieu. Et au Canada, on peut donc en parler. Et il faut donc construire des réseaux plus forts au Canada. C'est mon idée. Thank you for sharing, Louise, and I absolutely agree. There is so much good work happening across the country. Oui, et il y a tellement de travail qui se fait très bien dans notre pays, tellement de stratégies. Il ne faut pas réinventer la roue, il faut s'adapter à ce qui a lieu. Et il y a énormément de contextes. Je suis tout à fait d'accord. C'est une opportunité pour partager ces, et intégrer les services sociaux. Donc, Nikki George, vous avez soutenu beaucoup de patients et il faut donc, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec vous. Qu'est-ce qui a amélioré les soins et qu'est-ce qui améliore les soins de votre point de vue? Oui. Alors, il y a certaines choses qui sont très importantes euh, et il, il s'agit d'écouter, d'apprendre et d'agir. Je pense que lorsque nous sommes en mesure de réellement écouter, parce qu'il ne suffit pas d'entendre, il faut réellement écouter. Et
alors nous sommes en mesure de réfléchir, d'apprendre et de donner un peu de direction vers où nous allons. Et il y a beaucoup de problèmes d'accès pour les familles qui n'ont pas été, qui n'ont pas réussi sans leurs partenaires communautaires. Et donc, je voulais enfin, j'ai essayé de penser à comment nous avons renforcé le système social et j'ai pensé à quelque chose d'autre qui devait avoir lieu, quel était le problème, le risque, et après être en mesure de faire des ajustements. Et je pense qu'il faut insister davantage et nous poser la question pourquoi est-ce qu'on travaille de cette manière et pourquoi on ne peut pas le faire d'une autre manière. Et ainsi, il s'agit tout simplement d'être en mesure de répondre aux besoins des autres personnes et il y a sans doute encore un peu de plaidoyer qui revient sur ça. Et lorsque l'on développe les partenariats avec d'autres organisations, il ne s'agit pas seulement de ces organisations, mais qui sont les personnes qui doivent être là, qui se sont investies dans ces problèmes. Parfois, il s'agit de travailleurs dans le système, de chercheurs. Donc, il faut réellement être ouvert pour avoir un groupe intersectionnel de personnes qui s'attachent à ces problèmes. J'espère avoir répondu de manière correcte. Il y avait tellement de choses dans ma tête que je voulais partager, mais je pense que lutter contre l'accès, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il s'agit vraiment de commencer par écouter et apprendre des personnes qui sont en train de vivre cette situation. C'est eux qui vont nous aider à aller de l'avant. Et oui, j'ai aussi souligné que concerne les partenaires. Je pense qu'il n'y a pas une organisation qui peut faire tout ça tout seul. On a vraiment besoin d'une communauté, d'un système pour soutenir les besoins uniques des différentes personnes. Cela résonne très bien, très fort avec moi. Et je pense à vos commentaires concernant qu'il faut continuer à pousser un peu, disons, les frontières. Et je pense aux commentaires de Nicky James et en fait, travailler avec vous, cela nous permet d'aller un peu plus loin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez pour le soutien des besoins des autres et comment vous y arrivez? Euh, c'est un peu ironique, étant donné que les personnes avec qui je travaille généralement, euh, je pense qu'il y a tellement de choses importantes que cela ne peut pas être une solution adaptée pour tout le monde, ni non plus une déclaration générale, parce que ce qui fonctionne pour nous ne peut pas, peut-être ne va pas fonctionner pour tout le monde, mais certaines choses fonctionnent et on parle de la communication. Par exemple, on en a parlé récemment avec Jill, le fait que professionnellement, c'est encore OK de ne pas être d'accord avec vos collègues ou de ne pas être d'accord nécessairement avec ce qu'ils pensent, mais vraiment écouter ce que les autres disent. Cela nous permet d'apprendre pourquoi ils viennent de là. Et il s'agit aussi d'examiner et est-ce que je suis ouverte à écouter? Est-ce que, voilà, enfin, pour moi, la réponse 99% du temps, c'est oui, parce que je veux juste être mieux. Je pense que euh, après, il faut vraiment compter sur les pionniers qui ont vraiment ouvert les portes pour avoir les conversations afin de plaidoyer en faveur de nos clients lorsqu'ils ne reçoivent pas les soins adéquats dont ils ont besoin.
Et je pense qu'il faut aussi aller au cas par cas, examiner les différents obstacles et reconnaître lorsque l'on voit des tendances et dire d'accord, donc il n'y a pas suffisamment de spécialistes en médicaments pour les accros et dans l'hôpital. Il n'y a pas assez de liaisons pour soutenir la clientèle, mais aussi les personnes qui ne parlent pas la langue médicale. Il y a toute une langue dans le système médical que nous ne comprenons pas tous. Mais reconnaître que pas tout le monde a cet espace pour apprendre ensemble et que certaines personnes ont en fait besoin d'un interprète afin de comprendre sur l'instant de quoi il s'agit et ce genre de choses sont disponibles, mais comment les introduire dans les soins aigus. En fait, ce sont des pionniers qui ont travaillé sur cela avant nous. Et pour nous, quand je pense aux relations qu'il y a dans mon lieu de travail, je me rends compte et je veux revenir sur cette équipe d'action et je veux vraiment souligner le travail réalisé par l'un des membres de notre équipe qui malheureusement n'est plus avec nous, il est décédé. Mais Paige était incroyable. Elle arrivait à faire que les secteurs se communiquent entre eux et elle a été une championne en disant que le travail social à l'hôpital était très différent que dans les communautés. Et donc, elle a réellement compris cela dans le système de santé. Elle leur a réussi à leur faire comprendre ce qu'il manquait et comment ils pouvaient aborder la situation d'une forme différente. Et cela nous a permis à pouvoir passer à d'autres niveaux et être pris au sérieux. Je pense que c'est quelque chose qui a été un défi réellement difficile pour nous dans la communauté et je sais que les personnes avant moi qui ont eu des voix très courageuses en disant ça, ce n'est pas correct. Et franchement, maintenant, on a pu venir et dire, voilà, j'ai ce client qui est en fait la représentation de ce que nous souhaitions, mes prédécesseurs. Et donc, ils arrivaient à le voir différemment. Donc, on peut encore évoluer, mais ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits parce que ce n'est pas le cas. Mais j'ai beaucoup plus d'optimisme et d'espoir que l'on peut arriver encore à croître et que les personnes que j'aime et que mes clients vont, quoi qu'il en soit dans leur vie, vont pouvoir avoir accès à des bons soins de santé et du bon soutien avant la fin de ma carrière. Et cela m'enthousiasme. Je suis heureuse de faire partie de ces équipes, d'avoir ma place à cette table et d'être aussi pionnière pour le changement, pour les nouvelles générations des services sociaux en matière de soins de santé. J'espère que ça a répondu à la question. Et ça résonne en termes de tout le travail qui a été fait auparavant que vous pouvez continuer à construire pour ce qui vient par la suite. Il est aussi à travers les différents secteurs, les différents professionnels ou non, les différents fournisseurs de services. Ils travaillent différemment étant donné sur les réalités des personnes pour lesquelles ils essaient de modifier l'accès. On doit partager cela. On doit évoquer cette conscience à travers les fournisseurs de services de santé pour permettre à l'expertise au niveau communautaire est totalement appréciée comme l'expertise de donneurs de soins et comment combler ces écarts et à penser aux discussions tout à l'heure dans le système de santé, il y a des différents standards, différentes lois et les communautés fonctionnent un peu différemment. Et pensez, Gilles, en termes de ces structures de gouvernance et de leadership qui doivent être en place, que ce soit un partenariat formel ou informel, de travailler avec les communautaires pour permettre de réussir d'un point de vue de gouvernance. J'ai entendu votre passion leadership
Donc, si on pourrait en explorer un peu plus, cela serait formidable. Oui, je pense encore une fois que toutes ces activités doivent être faites dès le début. Donc, si on pense en termes des structures et de conception de ces structures qui vont soutenir une collaboration et partenariat et les soins basés sur les équipes et les services liés, on doit avoir une vision partagée et un accord partagé sur les résultats. Et cela doit être enregistré parce que nous savons que les personnes changent. Et lorsque les personnes changent, ils apportent leurs propres idées. Ces personnes apportent leurs propres idées, leurs expériences. Et donc, je pense que certainement, si je parle de l'expérience en termes les proches équitables, en termes des services de soins palliatifs, ils ont, depuis quelques années, pu capturer l'essence des valeurs, des croyances, des structures qui doivent être en place à travers différentes recherches et différents articles, à travers la publication de documents trop peu, trop tard, ce qui a fourni des structures qu'on pourrait ensuite utiliser au niveau de notre autorité de santé pour dire, voilà, les questions, les écarts, il faut s'aligner et devenir partenaire. Comment faire cela? Et encore une fois, je pense que avoir des documents clairs sur les partenariats, qui fait quoi, quand et comment, évaluer cela et se réunir pour dire, OK, est-ce que ça marche? Avoir aussi simple que cela puisse paraître, parfois on rend des choses trop compliquées, mais on doit avoir manière de communiquer et de documenter. S'il y a des tensions, je pense à quelqu'un qui me permettrait de dire cela. L'un des directeurs de Kool-Aid avec qui on a travaillé de manière proche dans le développement d'initiatives du port, il y avait des moments où elle et moi, il a fallu saisir le téléphone parce qu'elle apportait son organisation et son point de vue et les contraintes et les soucis liés à cela. Et moi, j'apportais les miens. Et parfois, il y avait des contre-coups et c'était à travers ces collaborations, ces discussions pour parler de manière ouverte et d'être honnête. Et c'est comme ça que je peux aller dans le système santé. C'est là où on peut être flexible. C'est ça que je peux proposer en termes de financement. Et donc, pour les organisations communautaires, pour de dire ensuite, OK, moi, je peux aller jusque-là. Comment faire cela ensemble? Parce qu'en fin de compte, nous avons nos clients, nos résidents, nos individus. Et donc, lorsque nous avons cette possibilité d'avoir des discussions franches et ouvertes, je pense que cela est essentiel. Donc, encore une fois, il nous faut les structures au niveau de l'organisation et il faut que ce soit enregistré. Il faut avoir le protocole d'accord. Il faut avoir ces contraintes-là et il faut pouvoir développer cela de telle manière que cela sera revu, que cela soit flexible, que cela peut changer, évoluer lorsque les services d'équipe changent au fil du temps. Comme ça, vous pouvez être responsif aux besoins uniques des individus et des clients. Et Louise et Mickey George et Nikki Page ont parlé du besoin d'être responsif aux besoins individuels et ces besoins vont changer. Il n'y aura pas deux personnes qui vont venir vers nos services qui auront les mêmes besoins et comment répondre à ces besoins sera un peu différent et nos services, l'accès aux services doit être flexible afin de répondre à ces besoins uniques des individus. Merci beaucoup, Jill. Je suis d'accord et on apprécie votre approche ouverte. Et je pense qu'il est aussi important de voir que tout le monde apporte leurs différentes perspectives. Peu importe les conversations, il faut trouver moyen de travailler avec et trouver un accord où tout le monde peut aller vers ces services selon les besoins des personnes uniques. Une chose qui est sortie pendant que vous parliez, Jill, c'était l'impact de l'évaluation.
On pourrait avoir une tournée rapide avec les membres du panel, mais aussi pour souligner, avant de passer à cette question, qu'il y a beaucoup de soutien à cette approche d'équipe en matière de santé qu'on voit dans les discussions. Il y a multiples personnes qui contribuent à cela. L'équipe est vraiment l'équipe et on doit vraiment penser en termes plus larges de qui serait membre de cette équipe qui sera là pour répondre aux besoins des différents individus. Donc, pour penser à l'impact, l'évaluation, Louise, je suis curieuse en termes de, je pourrais imaginer que tout le monde viendrait avec leurs propres besoins, ce qui est important à mesurer et l'impact, l'expérience. Donc, quelle est votre perspective, Louise, en termes de ce qui est important à garder en tête lorsqu'on évalue ces partenariats en termes de fournir des services de soins holistiques, ce qui est important pour la personne et le donneur de soins? Il faut examiner ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tout le monde sera différent et même s'il faut avoir des activités pour atteindre un financement, chaque situation sera unique. Donc, si cela est terminé en bonne situation, en mauvaise situation, cela était toujours l'expérience d'apprentissage pour l'équipe. Et si l'équipe prend ça en tête en fin de compte, peu importe si le résultat était positif ou négatif, c'était une expérience d'apprentissage. Et chaque opportunité que je fais, c'est l'opportunité d'apprendre parce que vous écoutez et si vous écoutez, vous apprenez. Et plus vous allez apprendre, le mieux vous pouvez communiquer avec tout le monde. Donc, je pense qu'il s'agit d'écouter si cela avait marché. Cela a peut-être marché uniquement à 50%. Vous avez peut-être répondu à 50% des besoins, mais c'était une chose positive. Et vous allez là, si vous faites quelque chose, vous allez l'appliquer la prochaine fois. Donc, si vous regardez cette approche holistique et que tout évolue, vous pouvez écouter et apprendre à avoir de bonnes communications. Donc, ce n'est pas toujours de cocher les cases parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans ces cases-là et chaque case ne sera pas cochée. Voilà, mes mots uniquement. Voilà, c'est vraiment un parcours d'apprentissage, Louise. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nikki, George, est-ce que vous avez des réflexions de votre point de vue en tant que navigateur? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Oui, tout à fait. Écoutez ces bons mots qui ont été donnés par Nikki, Jill et bien sûr Louise. Je pense que ce qui me frappe, c'est de pouvoir, j'aime bien ce mot flexible. Est-ce aller là où on doit être? Est-ce qu'on va faire des fautes en cours de faire cela? Oui. Et si on doit oser changer de sens, oui aussi. Mais on doit être ouverte, on doit être apte de avoir des discussions difficiles. Et à travers cela, comme Louise a dit, on va apprendre à travers les connaissances parce que les connaissances sont les pouvoirs, mais il s'agit de changer de direction lorsqu'on en a besoin, changer de sens. Oui, je suis d'accord et le parcours est une partie de cette partie impact et évaluation. Nikki Page, est-ce que vous avez des réflexions en termes de ce qui est important à garder en tête d'un point de vue de l'évaluation de l'impact? Oui, je pense que de mon côté, donner les volumes de personnes qui ont un accès aux services de soins. C'est la partie évaluation. Il s'agit peut-être pas d'évaluer à quoi cela ressemble, mais aussi le désir de chercher soit de l'aide médicale. Cela est une réussite pour nous. On travaille avec les populations non sans logement, faire référence à cette augmentation de personnes qui ont un accès et qui sont à l'aise à utiliser les services de santé, même évaluer l'efficacité en termes de santé qui vient vers nous. Cela comble cet écart en termes d'accès aux services de santé parce que cela vient vers vous. Donc, continuer à aller vers l'avant et continuer à rendre cela une chose meilleure, c'est la partie principale pour nous. Oui, j'aime bien cela. Cela nous aide à aller vers vous. Jill, des réflexions sur les évaluations.
Je pense qu'il y a certaines choses du point de vue des systèmes de services de santé par rapport à ce que Nikki Page a dit avec le travail qu'on fait en termes de soins palliatifs pour les populations. Parmi les maîtrises qu'on regarde, c'est de réduire l'utilisation des hôpitaux. Et pourquoi? C'est parce que il s'agit moins de l'impact sur les systèmes de santé, mais plus sur le fait de faire en sorte que les volontés, les objectifs d'un individu sont honorés, respectés et entendus. Et je pense que au cœur du travail, que ce soit en termes de soins palliatifs, aux soins de maternité, à tout moment qu'un individu intersecte avec notre système de santé, on doit de manière continuelle faire en sorte que leur désir soit s'exprimer, entendu, documenté et honoré et respecté. Et je pense donc qu'il y a multiples manières d'évaluer cela dans notre système. Et cela revient à ce que Louise a dit au début. Il s'agit de faire en sorte qu'on soit flexible, responsif, mais qu'on honore les objectifs en matière de soins. That's really why we're all in this healthcare system trying to do better, I think. So that sums it up very nicely, Jill. Any final words? Cela résume cela très bien. Merci, Jill. Donc, dernier mot. Je vais commencer par Louise et faire une tournée de table. Ensuite, est-ce que vous avez des dernières réflexions suite à cela? Rappelez tous les jours, c'est l'opportunité d'apprentissage. Et c'est cette connaissance, comme Nicky George a dit, les connaissances et le pouvoir et la possibilité d'être flexible et d'utiliser ces connaissances de manière holistique. Nikki George, final reflections? Nikki George, une parole. Oui, alors moi je pensais aux partenariats, certains partenariats dont j'ai sans doute bénéficié de travailler dans cet environnement. Et en fait, ce qui a réellement marché, c'est de prendre le temps de créer des liens et d'avoir une bonne communication constamment et comprendre que cela prend du temps. Donc, je pense qu'il y a quand même un engagement en matière de temps et que cela fait partie de la communication. Mais en fait, il faut réellement comprendre que c'est un objectif commun. Quel est l'objectif commun du partenariat et en profiter? Et je pense que je l'ai dit, j'ai déjà dit, mais c'est réellement être ouvert à avoir des intersections parce que les différentes perspectives peuvent contribuer à avoir d'excellentes idées. Donc, merci pour Nikki ça. Page? Nikki Page, c'est très dur de parler après Nikki George parce que je suis tellement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Cela prend du temps, cela prend un engagement, c'est tout à fait un travail, euh, disons, qui continue à se faire, mais c'est faisable. Et je pense que nous pensons à ces grands systèmes de soins de santé, les systèmes de prévention, et ça nous fait un peu peur, c'est vrai. Mais les partenariats sont faisables. On peut tout à fait donc travailler avec ces groupes de la meilleure manière possible et à la fin, tout fonctionne afin de servir réellement les personnes pour lesquelles nous travaillons dans les services sociaux et de travailler en pensant à la génération future. Et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est que les personnes qui ont besoin de soins reçoivent des soins et que l'on puisse nous assurer qu'il y aura de moins en moins de barrières chaque fois que les personnes auront besoin de soins ou leur famille ou leurs enfants. C'est ça notre objectif. Thank you, Nikki. Merci, Nikki. Et Gilles, une dernière intervention. Eh bien, je pense que dire de même ne suffit pas, mais je le dirais quand même. Et je pense que, en fait, quand j'ai aussi jeté un petit œil sur le clavardage, et en fait, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une approche
communautaire rempli de compassion qui est aussi associé aux soins palliatifs, mais il s'agit de soins de santé, il s'agit de comment nous soutenons les communautés et les personnes afin qu'elles se soignent les unes les autres. Et la sagesse des peuples autochtones est extrêmement euh, perdue, je pense, mais il y a tellement d'apprentissage que je continue à faire et à voir. Et donc, je suis reconnaissante de cette chance. Je voudrais mentionner Michel qui parle des thérapistes occupationnelles et de leur rôle. Et je suis d'accord parce que j'ai eu une conversation dernièrement. Pourquoi ne participent pas-ils des soins palliatifs? Je suis absolument d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui manque énormément. Donc, merci. Merci, Jill. Je suis aussi d'accord. Il y a tellement de différentes pièces ou personnes dans les différentes disciplines et dont on pourrait sans doute se bénéficier. Donc, merci à vous tous, Jill, Nikki George, Nikki Page et Louise, d'avoir participé avec nous pendant 1 heure 20 minutes dans cette conversation tellement importante parce que ce que j'entends de vous tous, c'est que c'est quelque chose de crucial. Les personnes méritent et ont besoin et devraient avoir des soins holistiques et la seule manière de le faire, c'est en nous intégrant tous ensemble afin de fournir ces services. Et je vous ai entendu tous dire que nous devons être courageux et travailler ensemble et aborder cette façon de faire avec humilité et écouter aux besoins et d'avoir réellement une ouverture pour travailler afin de satisfaire les besoins dans tout le pays. Donc, merci à vous tous de nous avoir accompagnés. C'était une conversation très active et il y a eu beaucoup d'activités aussi dans le clavardage. Donc, je sais que les personnes ont apprécié énormément cette conversation. Et maintenant, merci aussi à nos participants qui nous ont accompagnés. Vos commentaires sont très importants pour nous au fur et à mesure que nous planifions sessions futures et c'est pour cela que nous vous demandons de prendre un moment pour nous donner votre avis sur la session d'aujourd'hui. Il y a 5 questions de sondage qui vont apparaître sur les camps. Il y a des questions sur le genre, l'identité, la session en général. Et je pense que le sondage ne saurait tarder. Et pendant que nous attendons pour le sondage, j'aimerais savoir j'aimerais recevoir dans le clavardage ou par email quels sont les sujets que vous aimeriez d'entendre discuter. Vous pouvez aussi vous abonner à notre bulletin informatif afin de savoir ce qui se passe en soins de santé, excellence en soins de santé Canada. Et je remercie à nouveau Jill, Nikki Page, Nikki George, Louise Bird et toute l'équipe qui nous accompagne. Et nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Voici le sondage est sur l'écran maintenant.